On ne saurait parler d'un autre sujet, autre que la situation sécuritaire. Cela d'autant plus qu'on a encore en mémoire ce drame perpétré à Seitenga, à environ 47 km de Dori, dans la nuit du 11 au 12 juin. Le bilan officiel est de 86 civils tués au cours de cette nuit, et cela un bilan qui date du 15 juin 2022. Un bilan remis en cause par des sources locales. Une véritable chasse à l'homme qui s'est opérée dans un silence inouï. Comment situer les responsabilités? Que retenir de la visite du lieutenant-colonel Damiba à Seitenga? Et pourquoi l'appel à l'union peine à être entendu? Autant de questions que nous allons tenter d'apporter des réponses au cours de ce débat. Aziz Diallo, le président du Parti pour la démocratie et le socialisme PDS, président du mois de l'Alliance pour le Faso, également ex-député maire de Dori, est avec nous pour bien sûr nous entretenir sur ces différents sujets. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Diasso, merci. Des dizaines de civils tués par des groupes armés le 12 juin. D'abord, quelle appréciation est-ce que vous faites de la gestion de la communication aux premières heures de ces incidents? Si vous permettez, je vais apporter un correctificatif. Je ne suis pas le président du Parti pour la démocratie et le socialisme, mais je suis le vice-président. Le président, c'est M. Ibrahima Koné. Permettez-moi aussi de présenter mes condoléances aux familles des nombreuses victimes, autant du côté de la gendarmerie que du côté des civils. Nous parlons de 86 morts, ça c'est le bilan officiel. Mais comme vous l'avez dit, les sources locales parlent de plus de morts que cela. Qu'à cela ne tienne, nous estimons qu'une perte en vie humaine en est une de trop et qu'on devrait aujourd'hui trouver les moyens de réduire pour ne pas supprimer carrément ces pertes en vies humaines. Seitenga, c'est un drame comme on en a connu et comme on espérait ne plus en connaître. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut regretter. Je pense que dans notre déclaration qui était rendue publique hier, nous avons demandé l'ouverture d'une enquête parce que, en ce qui nous concerne, il y a beaucoup de choses qu'il faut élucider à Seitenga. Élucider dans le sens, c'est pas possible pour pointer du doigt et jeter l'anathème à quelqu'un. Mais on estime qu'à chaque fois que nous avons ce genre de situation, il faut mener des enquêtes pour apprendre les leçons de manière à nous prémunir de ce genre d'attaque. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé une enquête. Pour nous, il y a des zones d'ombre. Par exemple, le jour où l'attaque malheureuse sur le camp de gendarmerie a été faite, nous ne comprenons pas comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu de réaction de nos forces de défense et de sécurité pour venir au secours de la gendarmerie. D'autant plus que Seitenga est à 40 km de Dori. Quand vous démarrez un hélico de Dori, en 2 minutes, vous êtes à Seitenga. Malheureusement, toute la soirée de l'attaque du poste de gendarmerie, il n'y a pas eu de réaction. Le lendemain, les secours viennent à Seitenga. Ils font un ratissage, ils récupèrent les corps de nos malheureuses victimes et de la gendarmerie. Et contre toute attente, c'est ceux qui sont venus en secours, avec les éléments de la gendarmerie et de la police qui restaient sur place, qui quittent Seitenga et qui revont à Dori, abandonnant ces populations. Oui, c'est un abandon. C'est un abandon parce que c'est à la suite de cela, c'est à la suite de ce départ que les malheureux massacres qui ont coûté la vie à plus de 80 personnes ont eu lieu. Pour nous, on doit nous donner des explications pour cela. Pour nous, c'est dans l'intérêt de tous. Comme je le disais, ce n'est pas pour m'engager dans une chasse aux sorcières, mais c'est dans l'intérêt de tous de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que ces personnes se retrouvent exposées sans défense pour que des gens viennent commettre ces massacres. Et même quand ces personnes sont venues commettre ces massacres, l'information circulait. Et là encore, il n'y a pas eu de réaction pendant toute la nuit. Toute la nuit, ils étaient exposés à ces terroristes. Ils ont été exécutés de manière ignoble. Mais encore là, il n'y a pas eu de réaction.
Alors, vous dites que ce n'est pas pour désigner un coupable, mais lorsqu'on réunit les différentes interrogations, les regards sont immédiatement tournés vers l'armée et les autorités. Oui, oui, c'est sûr que l'armée a sa responsabilité, mais quand on demande une enquête, c'est pour que l'armée à son sein aussi situe des responsabilités. Quelles sont dans la chaîne des responsabilités? Parce que nous avons toujours l'image quand même d'une armée disciplinée. Qu'importe ce que nous avons vécu, on se dit que l'armée, le fonctionnement de l'armée répond à de certaines normes dans lesquelles chacun a sa responsabilité. Donc là, ce que nous voulons, c'est que ces responsabilités à l'intérieur soient situées et que ceux qui doivent s'expliquer, qui s'expliquent. Comment ça se fait que soit ils n'ont pas donné l'ordre pour venir au secours de la gendarmerie, ils n'ont pas, surtout celui qui a donné l'ordre pour que tous ces éléments-là puissent quitter et abandonner les populations. Donc c'est dans ce sens que nous parlons. Nous estimons qu'il faut une enquête pour situer toutes ces responsabilités et tirer les conséquences. Ces enquêtes sont importantes. Je me rappelle le cas d'Inata où jusqu'à présent, l'enquête n'a pas été rendue publique. Donc on est porté à croire que cette succession d'événements-là nous arrive parce que au préalable, nous n'avons pas tiré les conséquences des attaques que nous avons subies plus tôt, parce que ça fait quand même 6 ans que nous subissons ces attaques. Alors, lorsque vous parlez d'enquête Sol 1, le drame s'est produit. Le gouvernement a annoncé une enquête jusque-là, pas de conclusion. Inata, pas de conclusion. Est-ce qu'on peut rester dans cette dynamique de demander des enquêtes du moment où on n'a véritablement pas de conclusion après? Oui, c'est de notre rôle en tant que civil de demander des enquêtes. Mais maintenant, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il faut que l'armée prenne ses responsabilités. Effectivement, nous sommes à beaucoup de drames dans notre pays. Je vais remonter même plus haut. Tawalbougou, il y a eu une douzaine de civils qui étaient dans les mains de la gendarmerie qu'on a retrouvés morts le lendemain. Jusqu'à présent, on nous a annoncé des enquêtes. Le procureur, à l'époque, à Fada, a fait une conférence de presse où il a parlé d'une enquête. Mais jusqu'à présent, non seulement nous n'avons vu aucune enquête, mais aucune arrestation, aucune interpellation. Donc c'est inquiétant, parce qu'il ne faut pas dissocier les choses, il ne faut pas dissocier l'impact, il ne faut pas négliger l'impact que l'avènement d'une justice peut avoir dans la lutte contre l'insécurité. Dans le cas de Yirgou que vous avez cité, beaucoup de spécialistes aujourd'hui, je n'en suis pas un, mais beaucoup sont convaincus que si le dossier de Yirgou avait été bien jugé et les coupables bien identifiés et châtiés à la hauteur de leur forfait, la situation sécuritaire au niveau du centre-nord ne se serait pas détériorée autant. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes qui le disent. Donc c'est ainsi de suite. La question de la justice est très importante, est très intimement liée aux questions de lutte contre le terrorisme. On ne peut pas faire l'économie de ces enquêtes, on ne peut pas faire l'économie de rendre justice sur ce genre de cas-là si on est sérieux de vouloir lutter contre le terrorisme. Alors, pas de renfort durant ce massacre, vous l'avez évoqué, mais également dans votre déclaration. Sur ce point, j'aimerais qu'on suit la réaction du porte-parole du gouvernement qui apportait des précisions à cette question qui a d'ailleurs été posée au cours de la conférence de presse qu'ils ont tenue le lundi dernier. Il paraît que cette attaque avait été signalée ou prévue ou prédite par des populations. Oui, c'est vrai. Tous les jours, l'armée recense des alertes multiformes et multigenres. Des alertes farfelues, inutiles et futiles, pour la plupart par moment, qui peuvent être même des alertes provenant des ennemis juste pour faire diversion. S'il y a un important travail de discernement, nos troupes sont à rude épreuve, mis sous pression continuellement. Parfois font des déplacements inutiles pour des fausses alertes par endroits, dispersant donc leurs efforts et leurs forces. C'est l'occasion également pour les forces de défense et de sécurité d'appeler l'ensemble des citoyens à une responsabilité collective et à mettre en déroute toute personne qui mettrait en mal notre capacité donc d'agir efficacement pour lutter contre le terrorisme. C'était le porte-parole du gouvernement qui réagissait à cette question en ce qui concerne le fait qu'il n'y a pas eu de renfort pendant les événements. Vous l'avez suivi. Est-ce que l'explication tient? Avec tout le respect que je dois au porte-parole du gouvernement, à cause du rang qu'il occupe, j'ai envie de dire qu'avec cette réponse, il est dans le décor. Il estime que
voilà, la gendarmerie ou les forces de défense reçoivent beaucoup d'alertes et certaines sont fausses, ainsi de suite. Un jour, on dit que les gens ne collaborent pas et un autre jour, on accuse les gens de collaborer un peu trop de manière à ne pas donner des informations. Je pense qu'il faut prendre le Burkinabé un peu plus au sérieux que cela. Nous avons des problèmes dans une zone et quand la gendarmerie ou l'armée reçoit des alertes des populations, je pense que le minimum, c'est d'essayer de vérifier s'il y a quand même une véracité au niveau de ces alertes ou pas. Parce que manifestement, dans ce cas-ci, s'ils avaient réagi, ils auraient épargné beaucoup de vies humaines. Ça ne nous coûte rien d'aller au bout des alertes que nous recevons, surtout s'il s'agit d'épargner des vies humaines. Donc dans ce cas-ci, je pense qu'il a raté sa sortie, il a raté sa communication. Parce que dans la même communication aussi, il reproche aux populations de Seitenga, il semble même pointer du doigt leurs responsabilités par le fait que ces terroristes étaient dans la ville de Seitenga 2 heures avant l'attaque et que personne n'a informé les forces de défense. Donc c'est un peu paradoxal même qu'il ait dit tout cela dans la même conférence de presse. Moi je ne le comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut dire ces choses-là. D'un côté, on reproche aux populations de ne pas collaborer et de l'autre côté, on leur dit qu'on reçoit des alertes qui sont fausses. Bon, qu'ils nous disent un peu quel est le comportement à tenir, mais ce qui est sûr, c'est que ces alertes, les alertes ne sont pas souvent uniquement même des populations. Et dans le cas de Seitenga, parce que je veux dire une chose, la veille de l'attaque de la gendarmerie, il y a eu une attaque dans la ville de Seitenga. Une attaque au cours de laquelle 3 personnes ont perdu la vie, 3 civils. Et en plus de cela, il y a eu un vol de bétail dans cette même ville. Et ce jour-là, l'information a circulé et les forces de défense étaient informées de cela. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus comme alerte pour pouvoir réagir? Je pense que cette sortie du porte-parole est malheureuse. Surtout qu'il la tient au moment où vous avez encore des corps en ville qui n'avaient même pas encore été enterrés. Mais essayer comme ça de couper la poire en deux ou de jeter l'anathème sur les populations, j'estime que c'était très, très inopportun. Alors Aziz Diallo, je note que nous recevons également sur ce plateau la présidente du Mouvement pour la Renaissance du Burkina, MRB, Monique Yelikam. Bonsoir. Bonsoir Madame Diasso. Bonsoir Monsieur Diallo. Bonsoir Madame. Alors vous nous prenez en cours, nous sommes actuellement sur le drame de Seitenga, ces événements malheureux qui ont plongé la nation burkinabé dans une profonde douleur indescriptible, ce qui a d'ailleurs suscité votre sortie au cours de la semaine pour dire non à la situation actuelle. Merci Madame Diallo. À l'entame de cette émission, permettez-moi de m'incliner devant les victimes des attaques terroristes et souhaiter mes condoléances, présenter mes condoléances aux familles éplorées et à toute la nation. Effectivement, nous sommes sortis et nous, au sein du MRB, nous défendons une vision de société. Une vision de société construite autour des valeurs. Aujourd'hui, nous sommes à nous interroger sur les responsabilités, la place de chacun, le rôle que chaque citoyen joue dans cette société. Nous avons des corps professionnels, nous avons une armée nationale, une armée qui a plus de 60 ans. Et les citoyens, les contribuables leur ont confié le rôle de défendre la nation et de protéger les citoyens et leurs biens. Aujourd'hui, ce que nous voulons savoir, nous voulons qu'on situe les responsabilités. Il y a un corps, nous pensons, ce n'est pas le lieu pour nous d'accuser ou de juger. Il y a un corps dans notre État qui doit jouer son rôle, à savoir la justice. Nous voulons aujourd'hui que, au sein de la hiérarchie militaire, que des personnes s'assument. Il faut que cette hiérarchie-là s'assume maintenant. Ça suffit maintenant. C'est ceux qui sont aujourd'hui dans l'armée, dans le commandement de l'armée, c'est la même équipe qui était dans le régime dessus. Ils ont accepté d'accompagner ce gouvernement. Et ils nous ont livré un postulat qu'ils peuvent nous ramener la paix. Ils sont là pour faire la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Ailleurs, des personnes auraient démissionné. Alors donc, nous ne sommes pas d'accord. Au sein du MRB, nous voulons aujourd'hui qu'on situe
les responsabilités. Alors Monique Kam, dans vos propos, on sent beaucoup de déception et de colère. Nous avons, ce que je dis, nous avons une vision de société fondée sur des valeurs. Ma colère, c'est que ce pays n'est pas en train d'être dirigé selon les valeurs de la République. Et c'est ça notre colère. Ce qui a d'ailleurs vous a poussé à vous repentir du soutien que vous avez apporté au MPSR aux premières heures du coup d'État. Est-ce une repentance? C'est une façon de sonner l'alerte. Ça suffit maintenant. Chacun doit répondre et jouer son rôle. Alors, quand un pays est dans un chaos, madame, c'est que les gens ne sont pas à leur place. Alors, lorsque vous dites ça, et nous voulons aujourd'hui que chaque citoyen joue son rôle. Quand le pays est dans un chaos, cela veut dire que chacun doit retrouver et regagner sa place et s'assumer. Alors, parce que ça suffit, qu'est-ce qu'on doit entendre de manière claire? Est-ce que le lieutenant-colonel Damiba doit déposer? Il est venu pour faire la guerre. Que la guerre. C'est pour cela que nous lui avons confié notre destin, parce qu'il n'a pas été élu. Nous voulons qu'il fasse la guerre. Et aujourd'hui, nous sommes affligés de constater qu'il passe de longues heures à faire des conseils de ministres. La gouvernance se fait par la loi. Aujourd'hui, ce que nous voulons des conseils de défense. Nous voulons qu'ils soient à la tour de garde. Et nous voulons que quand les soldats sonnent l'alerte en disant « Zitenga, Zetenga », sous le feu, sous le feu, sous le feu, Boursanga, sous le feu, qu'il y ait un répondant immédiatement et que les populations ne soient pas laissées à eux-mêmes comme une proie aux mains des groupes armés. Et qu'est-ce qui se passe là? Mais les circonstances que nous avons de Zitenga, ben, c'est le même scénario Rio, ailleurs, depuis des années, Solhan et autres. Et qu'est-ce qui se passe? Les soldats qui étaient dans cette garnison, après, ils n'étaient pas présents lors de l'attaque de Seitenga. Pourquoi? Et c'est normal. Lorsqu'il y a une équipe de 50 personnes et qu'ils ramassent, ils ont sur le carreau une dizaine et 11 soldats, 11 de leurs camarades, sans vie et des blessés. Mais comprenez qu'ils ont été affaiblis. Et normalement, ils doivent être relevés. Ils doivent être relevés immédiatement. Je veux qu'on situe les responsabilités. Vous jugez normal donc que le détachement ait plié bagage après l'attaque du 10 juin qui a fait 11 morts? La relève doit marcher. Lorsque nous échangeons avec les soldats, mais nous allons à la source aussi pour prendre des informations. Et justement, pour ne pas que nous, on se fasse des idées et qu'on soit là, ici, sur ce plateau, à jouer ce rôle, ce gouvernement-là doit répondre à nos questions. C'est pourquoi nous avons posé une série de questions et nous attendons des réponses. Alors, nous voulons savoir comment se fait la relève aujourd'hui. Est-ce que quand les soldats sont envoyés en mission pour 2 mois, 3 mois, est-ce qu'ils sont relevés? Alors, la question, elle est pour Aziz Diallo. Est-ce que le scénario n'aurait pas pu être autrement? Lorsqu'on écoute la présidente du MRB, il est assez légitime que ces FDS aient levé le camp du moment où ils ont subi de lourdes pertes la veille du massacre de Seitenga. Est-ce que le scénario n'aurait pas pu être autrement, un détachement qui venait en renfort de Dori? Bon, il y a eu des renforts qui sont venus de Dori. À la rigueur, je n'ai pas le nombre précis des gendarmes qui étaient à Seitenga au moment de l'attaque, mais il y a eu des renforts qui sont venus à Dori. Et moi, c'est plus au niveau de ces renforts, c'est à cet endroit que nous nous posons des questions. Nous nous posons des questions à savoir pourquoi ces renforts, quand ils sont arrivés, ne sont pas restés pour sécuriser les populations. C'est vrai qu'il y avait les corps des gendarmes à récupérer, mais malgré ce drame, la responsabilité de l'armée en termes de sécuriser les populations ne peut pas être occultée. Et c'est cette réaction-là qui nous étonne.
on ne peut pas, comme je dis, je ne sais pas combien de gendarmes étaient là et qu'ils aient perdu 11. C'est tout à fait normal qu'ils n'aient peut-être pas été dans les conditions idéales pour remplir leurs responsabilités. Mais à partir du moment où non seulement le renfort n'est pas venu à temps, le renfort est venu le lendemain, parce que l'attaque a commencé vers 18 h, c'est le lendemain mi-journée que les renforts sont arrivés. Donc seulement ce renfort n'est pas venu à temps, mais en plus que le fait que ce renfort n'ait même pas passé la nuit à Seitenga pour protéger les populations, c'est là que nous nous posons des questions. Des questions légitimes. Alors, au cours de la semaine, le président de la transition, le lieutenant-colonel Damiba, s'est rendu à Seitenga où il a tenu un message en affirmant que ces différents assaillants seront traqués. Est-ce que le message qu'il a tenu, selon vous, est-ce que cela est à même de rétablir cette confiance qui a été brisée entre les populations et les gouvernants? Monica. Madame, je dis, pour construire le Burkina nouveau, de paix et de prospérité, chacun doit faire son travail. Il n'appartient pas au président du Faso d'annoncer que justice sera faite. Parce que nous avons eu bien d'autres cas, Yirgo, Solhan, Nafona. Jusqu'à présent, les circonstances ne sont pas suffisamment élucidées. Ces dossiers ne sont pas vidés. La crise sociale vécue par notre pays aujourd'hui est une accumulation de frustration, d'injustice. Il est temps de crever l'abcès. Il y a un corps dans notre pays qui doit faire son travail, la justice. La justice indépendante à qui nous avons donné les moyens d'agir et de travailler. Et c'est à eux d'ouvrir une enquête et même d'interroger la hiérarchie militaire qui nous doit des explications, madame. Cette hiérarchie militaire nous doit des explications. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que aujourd'hui, combien d'attaques ils ont pu déjouer grâce aux renseignements fiables? Est-ce qu'ils ont amélioré les stratégies de renseignement, les moyens de renseignement? Comment ils font la relève? Parce qu'il nous revient toujours que les soldats au front, lorsqu'ils ont une mission de 3 mois, 4 mois, c'est largement dépassé. Et ils attendent, et ce problème, nous le connaissons ici. Alors qu'ils vont en mission avec les provisions qu'il faut. Alors, quand la mission, le délai est dépassé, qu'est-ce qui peut advenir? Donc, c'est ce que nous subissons. Nous voulons des explications. Cette hiérarchie nous doit des explications. Avez-vous le contrôle? Est-ce qu'ils ont le contrôle du circuit d'approvisionnement de marchandises? Ils doivent nous expliquer les détournements de camions de marchandises. Un pays dans le chaos, et vous êtes venus, vous avez fait le postulat de défendre, de faire la guerre, et le peuple attend qu'ils fassent la guerre. Ils sont là pour faire la guerre, rien que la guerre. Et le côté administratif peut être bien délégué. Cette question, est-ce que vous avez entamé une démarche pour aller auprès justement de ces autorités militaires pour leur adresser vos questions? Vous savez, il y a un mois, toute la classe politique a fait le bilan des 100 jours du président Damiba. Le MRB n'a pas fait ce bilan. Nous avons préparé notre bilan et nous avons voulu remettre au président. Nous avons rempli un imprimé de demande d'audience, expliquer pourquoi nous voulons le voir. Jusqu'à présent, nous ne l'avons pas vu. La situation sécuritaire continue de se détériorer. Et justement, vous savez pourquoi nous levons la voix pour sonner la sonnette d'alarme? Il ne faut pas voir en ma déception là une désillusion, un regret ou bien un abandon. Non, je n'ai que le Burkina et les militaires et sympathisants qui m'ont investi expriment aussi leur besoin qu'on soutienne cette transition, mais qui va dans le sens de la volonté du peuple. Alors Aziz Diallo, la même question, je vous la pose. Est-ce que le déplacement du président de la transition à Seitenga peut permettre de rétablir la confiance entre ces populations meurtries et leurs dirigeants qui, selon eux, les ont visiblement abandonnés? Oui, vous savez, les circonstances dans lesquelles l'attaque s'est déroulée et dans lesquelles aussi cette visite
a eu lieu, il faut saluer le fait que le chef de l'État soit allé. Au niveau des symboles, c'est fort appréciable comme symbole. Mais ce qu'il faut regretter, qu'est-ce qui s'est passé, Mme Diasso, après son départ? Après, il y a eu beaucoup de forces de l'ordre qui se sont mobilisées sur le site, bien sûr pour que le chef de l'État puisse y arriver. Mais les heures après son départ, toutes les forces de défense qui sont venues ont plié bagage avec lui. Elles ont plié bagage avec lui. Donc je me demande, ces propos qu'il a tenus là-bas, quelle est la valeur de ces propos? On va les traquer, vous dites ça à des populations, et les terroristes sont revenus au même endroit où il s'est arrêté, il a tenu ses propos, ils sont venus au même endroit là-bas encore, et quand les gens ont su qu'il était là-bas, ils se sont dit que l'armée était repartie, il y a des déplacés qui ont quitté Dori pour repartir là-bas pour prendre certains de leurs biens. Malheureusement, d'autres d'entre eux sont tombés encore sur ces terroristes, ils ont été exécutés. Donc aujourd'hui, par exemple, si on repart à Seitenga, moi je suis volontiers pour vous accompagner à Seitenga, allons poser la question à ces personnes-là pour savoir quelle est la valeur des propos que le chef de l'État a tenus devant eux là-bas, vu ce qu'il y a eu comme succession d'événements quelques heures après son départ. Donc je pense que c'est bien, la symbolique c'est bien, mais il faut aller quand même dans des faits beaucoup plus concrets, beaucoup plus réalistes, beaucoup plus sérieux que ce genre de déclaration. Il faut que ce genre de déclaration soit suivi d'actions fortes. Et l'action forte, ce n'est pas encore quitter et repartir à Dori tout de suite après la visite du chef de l'État. Parce qu'il y a encore eu des exactions qui ont été commises après son départ, le même soir. C'est inacceptable. Donc je me dis qu'à un moment donné, quelque part, il faut qu'on se prenne au sérieux. C'est bien de faire ce genre de déclarations, mais il faut que ces déclarations-là soient suivies quand même d'actes et de gestes forts. Parce que les déclarations, Dieu seul sait que ça fait des années que les Burkinabés entendent des déclarations. Mais qu'est-ce qui se passe depuis que nous avons ces déclarations? Alors on a suivi Monique Kam tout à l'heure qui, si je l'ai bien comprise, le problème se trouve au sein de l'armée, véritablement. Bon, je pense que Madame Kam pourrait peut-être nous donner des explications, vu qu'elle avait ouvertement appelé à un coup d'État des militaires. Donc je me suis dit que peut-être que quand les militaires ont fait le coup d'État, elle avait trouvé la solution à ces problèmes. Et je pensais qu'aujourd'hui, elle pourrait venir nous dire ce qui se passe dans le secret des dieux. Non, il faut être sérieux. Et ce n'est pas à travers un coup d'État qu'aujourd'hui on va trouver la solution à nos problèmes. Parce que je ne suis pas en train de faire le procès de qui que ce soit, mais pour avoir été député, moi je ne suis pas convaincu que l'armée n'ait pas eu le moyen de mener la lutte contre le terrorisme. La question est beaucoup plus profonde que cela. Elle est plus profonde dans le sens où ce n'est pas que donner des équipements à l'armée, les envoyer au front, ce n'est pas ça qui va nous faire gagner cette lutte contre le terrorisme. Il faut prendre du recul et savoir d'où vient ce problème. Et nous avons assez d'éléments. Nous avons assez d'éléments pour apprécier tout ce qu'il y a à l'origine de ce terrorisme auquel nous faisons face. Et ces éléments-là sont disponibles. Il y a eu beaucoup d'études, il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été réalisées, surtout sur les conditions, sur les questions de stigmatisation dont Mme Kam même s'est faite encore la chantre dans sa déclaration, en jetant en pâture carrément toute une communauté. Mais ces questions-là, il faut bien les lire, bien les élucider, pour avoir une bonne stratégie de lutte contre le terrorisme. Sinon, on ne peut pas s'attendre à ce que les militaires fassent des miracles. Le président Damiba lui-même l'a dit, ce n'est pas uniquement avec les armes qu'on va gagner. Mais à côté des armes, il faut que ceux qui ont des responsabilités à faire ce qu'il y a à faire pour répondre aux questions légitimes auxquelles nous devons faire face, surtout sur les questions de développement, les questions de cohésion sociale, et ainsi de suite. Il faut apporter des éléments de réponse à ces points-là pour que, d'une vue d'ensemble, nous enregistrons des progrès sur cette lutte contre le terrorisme. Mais ce n'est pas... On peut envoyer 500 soldats demain matin à Seitenga, envoyer 1000 demain matin à Titao, et ainsi de suite. Mais je ne suis pas convaincu que cela va nous amener la paix. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais c'est un faisceau d'événements, faisceau d'actions transversales qu'il faut mener au niveau de notre pays pour que nous commencions à avoir vraiment le bout du tunnel sur cette lutte contre le terrorisme. Alors nous reviendrons sur la question de la crise humanitaire, cette grosse crise humanitaire qui est née des événements de Seitenga. Monique Yeli Kam, vous avez été interpellée sur pratiquement deux propos. J'aimerais vous entendre là-dessus. Les deux propos, c'est l'arrivée du MPSR. Nous étions dans un ordre normal, mais qui était défaillant. Et nous étions en train de débattre, comme on le fait aujourd'hui, sur comment s'en sortir, mais dans tous les cas, ce que nous avons analysé et perçu, et avec le déficit
de dialogue en notre sein, puisque je faisais partie de la majorité présidentielle, il était impossible pour ce régime de tenir 2 ans encore. Et il y avait de l'exaspération, la tension et tout. Et bien, nous avons espéré une rupture telle que nous le disons aujourd'hui, jusqu'à présent. Nous sommes dans une situation, une crise très profonde, assez complexe. Et nous pensons à l'époque que s'il y a une rupture, un ordre, une rupture et une alternance, il était possible d'expérimenter une autre voie. C'est ce que nous avons prôné, en disant qu'il faut que tous les Burkinabés, toutes les composantes, en tout cas, participent à la dynamique qui était demandée par beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs, afin que, on essaye une autre solution. Et c'est ce qui est arrivé. Un 24, ce qui devait arriver est arrivé. Et puis, en tout cas, des soldats se sont présentés et, en tout cas, se sont proposés à faire la guerre. Le sondage a établi qu'il y a une bonne, en tout cas 75% de la population qui ont nourri de l'espoir à l'arrivée en tout cas de l'événement du MPSR. Voilà. Quant à la stigmatisation, je suis aspirante à la fonction d'État. Lorsque une crise est profonde et il y a des protagonistes et la situation s'est dégénérée et complexe comme nous la vivons aujourd'hui, il y a bien lieu d'interroger la responsabilité de chacun. Si nous voulons aller à la conciliation, même à la justice, il faut bien interroger chacun sa responsabilité, sa conscience. Nous avons voulu interpeller toutes les communautés. Dans l'article de presse que nous avons publié, nous avons cité nommément et appelé toutes les composantes de notre société. La justice, les autorités de la transition, toutes les communautés, chacun à son niveau, individuellement ou collectivement, et aussi la communauté qui est stigmatisée. Et ce que les gens ne savent pas, moi-même mes origines, mes grands-parents sont de cette communauté. Donc c'est mon histoire que je raconte. Pourquoi c'est comme ça? Il faut situer les responsabilités. Donc j'ai voulu seulement que chacun sorte de sa torpeur et fasse un effort de prise de conscience, d'autocritique, manifeste une vraie volonté d'aller à la conciliation. Sans cette mise en cause, une mue, chacun à son niveau, nous ne pourrons pas concilier les intérêts, concilier les positions. J'ai agi en tant qu'aspirante à la fonction d'État. En tant que personnalité, oui, je dois interroger tout le monde. Et tout de suite, il est bien que chacun regarde qu'est-ce qu'on peut, chacun doit mettre de l'eau dans son vin pour qu'on puisse concilier les positions. Et mon article n'a pas du tout pour but, n'a pas eu pour but de stigmatiser une communauté. C'est de les appeler à eux aussi s'impliquer afin qu'ensemble on trouve une solution. Alors vous voulez dire que l'implication n'est pas réelle jusqu'à présent, à leur niveau? L'implication, elle est réelle, mais le problème perdure et nous y sommes. Le pays s'enlise. C'est pour encore interpeller que nous devons nous redoubler, nous tous, davantage d'efforts. Aziz Diallo. Madame, comme vous savez, j'ai beaucoup de respect pour vous. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'échanger avec vous. Vous dites que vous êtes une aspirante à la fonction d'État, mais aujourd'hui, moi, je vous considère comme une aspirante à la maison d'arrêt et de correction. Parce que ces propos que vous avez tenus sont indignes. Vous avez jeté en pâture une communauté. Je vais vous dire certaines choses. Cette communauté est la première victime du terrorisme dans notre pays. Et ce que vous avez fait aujourd'hui, à travers ces propos, au moment où nous entendons beaucoup de cris haineux, les uns plus haineux que les autres, qui ont même amené le gouvernement à faire une déclaration et certaines communautés religieuses à faire des déclarations, on s'attend à ce qu'une dame comme vous, qui a même été candidate à l'élection présidentielle,
fasse bas la terre et appelle les gens à la cohésion, appelle les gens à la responsabilité. On est très étonné qu'une personne qui a voulu être président de ce pays pointe du doigt une communauté. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait dans notre pays. Si on était dans un état normal, madame, aujourd'hui, vous devez devant le procureur. Et je suis convaincu de ce que je dis. La communauté Peul, peut-être que vous ignorez le 10e de ce que la communauté Peul a eu à faire dans cette cadre de lutte contre le terrorisme. Et combien ont perdu la vie dans cela et combien aujourd'hui sont obligés même de quitter leur localité, d'aller vivre ailleurs. D'autres même ont dû quitter le pays à cause de cette affaire de terrorisme. Mais venir comme ça, jeter l'anathème sur nous aujourd'hui, vous avez vraiment fait fort, Madame Kam. Alors nous allons poursuivre, chers invités. Vous me donnez une occasion de... Très rapidement, s'il vous plaît, afin qu'on passe à un autre sujet. Allez-y. C'est le rôle de l'État que j'étais en train d'exprimer. Il est important aujourd'hui que l'État, dans la résolution de la crise, qu'il y ait un dialogue, en tout cas accentué, et des actions plus prononcées, plus renforcées envers les communautés. Un dialogue intercommunautaire. Parce qu'ici, il s'agit de concilier des communautés. Et lorsque un État veut régler des conflits communautaires, il faut interroger la responsabilité de tout le monde. Amener les protagonistes à se parler. Il n'a pas été question ici, dans ma sortie, de dire que non, la communauté n'est pas victime. Tout le monde est victime aujourd'hui du terrorisme. Sur le plan sécuritaire, sur le plan humanitaire, sur le plan économique. Tout le monde est victime au même titre. Et nous sommes concernés. Et c'est pourquoi, dans la recherche des solutions, nous voulons que les communautés-là concilient les intérêts et que chacun fasse son autocritique. Alors, Aziz Diallo, je rappelle que vous êtes ex-député maire de Dori. Les événements de Seitenga ont occasionné, je le disais tantôt, une grave crise humanitaire. On est à plus de 21 000 personnes déplacées qui ont trouvé un abri à Dori, une commune que vous maîtrisez bien. Alors, vous n'avez pas pu aller sur place pour faire le constat, mais je suis convaincu que vous avez des informations aussi qui concernent cette crise humanitaire. Oui, je voulais juste dire, apporter un élément aussi dans le débat que j'ai avec Madame Kam. Lors de l'attaque de Rayango et par la suite les attaques qu'il y a eu au Café Istanbul et à l'état-major général des armées, une des têtes pensantes de cette armée, c'était la famille Sawadogo. Donc un des Sawadogo est aujourd'hui en prison pour des faits de terrorisme au Mali. Mais à aucun moment donné, on a commencé à pointer du doigt les Moussis pour dire que les Moussis sont devenus des terroristes, ainsi de suite. C'est pour dire que la nature du terrorisme ne peut pas être liée à une communauté. Il faut aller au-delà de cela, mener des analyses assez profondes si jamais on est sérieux pour pouvoir s'en sortir du terrorisme. Mais ce n'est pas un débat communautaire. Le ramener à ce débat communautaire, c'est tomber dans le piège de ce que ces terroristes-là veulent que nous fassions. Eux, leur intérêt aujourd'hui, c'est de disloquer ce qui nous reste comme cohésion sociale, pour que les communautés se lèvent et qu'elles se pointent les unes contre les autres, et ça va faire leur affaire. Ça va affaiblir davantage notre tissu social et ça va nous précipiter encore plus loin que nous nous souhaitons. C'est juste pour amener cet élément. En ce qui concerne il faut décrisper. Oui. Il faut aller à la décrispation à tous les niveaux. On veut bien, mais votre courrier n'est pas dans le sens de la décrispation, Madame Kam. Les 21 000 déplacés sont venus se rajouter à une situation où Dori avait déjà plus de 60 000 déplacés qui sont venus, que ce soit de Gorgaï, d'Arbinda ou de la province du Yaga ou ailleurs. Aujourd'hui, cette situation est alarmante. Elle était déjà au préalable, parce que malgré les efforts qui sont concentrés par l'État et ses partenaires, il y avait toujours quand même beaucoup de manquements. En ce qui concerne même l'accès aux services sociaux de base pour ces personnes déplacées, beaucoup. En fait, quand on parle d'accès aux services sociaux de base, le terme même a l'air un peu trop gros, parce qu'aujourd'hui, vous avez des déplacés qui dorment à même le sol, qui sont dans les rues de Dori. La situation est grave. Nous sommes dans une crise alimentaire, humanitaire, inimaginable. Et donc, cela amène à prendre des mesures. Et quand vous conjuguez à cela tout ce qu'il y a comme blocus
en termes de transport de marchandises et de transport de biens. Aujourd'hui, même les commerçants qui sont à Dori ont de la peine à prendre leurs marchandises de Ouaga ou de Kaya pour les amener à Dori à cause de l'état de la route. Donc cela donne lieu même à une inflation inimaginable sur le prix même des produits de première nécessité. Le prix quand c'est disponible, mais un bon bout de temps, ce n'est même pas disponible. C'est une crise humanitaire que nous sommes en train de conjuguer à une crise sécuritaire qui apprennent à prendre des mesures fortes. Et les autorités ne sont pas surprises par ce que je suis en train de dire, elles ont des statistiques, elles ont des informations, mais malheureusement, il faut regretter que les réponses ne sont pas adéquates, les réponses ne sont pas à la hauteur de ce qui est dicté par cette situation. Donc si nous voulons... Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la plupart de ces déplacés, ce sont des Burkinabés qui gagnaient dignement leur vie, qui se nourrissaient, c'était des cultivateurs et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ces gens n'ont plus accès à ces espaces de production. Donc ils sont obligés d'être dans l'assistanat. Le temps que l'on puisse sécuriser leur zone et qu'ils repartent, parce que ce n'est pas des gens qui sont fiers d'attendre qu'on leur donne un sac de riz ou un sac de mil pour nourrir leur famille. Ils ont de la dignité, ces personnes-là. Allez les voir dans les camps de déplacés. Ils ne sont pas du tout heureux de réclamer du riz ou de réclamer quoi que ce soit pour se nourrir. Mais voilà, nous sommes dans cette situation. L'État doit prendre ses responsabilités. Et surtout que nous sommes pratiquement dans une saison pluvieuse et laisser ces personnes déplacées à leur sort, c'est assez déplorable. C'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur qui ne dit pas son nom. Alors, Monique Yelikam, je note également dans votre sortie médiatique que vous appelez le président d'Amiba à rendre des comptes. Je voudrais aussi réagir par rapport à la situation humanitaire. C'est vraiment déplorable ce que nous vivons. Il y a des familles de déplacés qui sont dans ces camps-là depuis des années. Et nous avons prôné et appelé à ce qu'il y ait des espaces aménagés et que les zones agricoles soient libérées, la sécurité renforcée pour réinstaller, même au sein d'un territoire donné, dans un pays donné, des populations peuvent être amenées à se déplacer pour des motifs économiques. Donc il était possible de sécuriser des zones, les zones agricoles, et d'installer durablement, le temps en tout cas de pacifier le pays, d'installer ces populations-là qui vont reprendre les activités agricoles. Donc, pour revenir, c'était ma contribution par rapport à l'aspect humanitaire. Voilà, il faut se préoccuper aujourd'hui de la famine qui est là, l'insécurité alimentaire. Et on ne va pas continuer à tendre la main. Il faut trouver des solutions. Nous avons encore des terres arables, des zones agricoles qu'il faut libérer et négocier avec les autochtones pour installer durablement certaines familles en entendant de pacifier tout le pays. Alors vous appelez le président d'Amiba justement, vu tous ces défis à rendre des comptes. Des comptes qu'il a d'ailleurs annoncés pour d'ici dans 5 mois. Oui, il a annoncé faire un bilan dans 5 mois. Mais nous ne pouvons pas, nous pensons que ce délai, bien sûr, il va arriver, mais nous sommes préoccupés quand même par la dégradation continue. Les attaques, en tout cas, de plus en plus rapprochées. Et c'est pourquoi nous voulons l'interpeller de centrer ses actions sur l'aspect, le volet sécuritaire. Et nous trouvons que notre président, le président de la transition, il paye trop de temps dans les aspects administratifs. La gouvernance administrative se fait à partir des règles, de droits. Donc il peut déléguer, nous souhaitons, nous avons demandé et suggéré qu'il délègue ces aspects administratifs aux autres membres du gouvernement, au Premier ministre et les autres membres du gouvernement. Et que lui, il s'occupe de la guerre. Il est venu pour faire la guerre et il doit faire la guerre. C'est à ce niveau que nous demandons des comptes. Les comptes que nous demandons, c'est l'amélioration de la sécurité. Moins d'attaques, plus d'attaques déjouées et une certaine un renforcement du dispositif sécuritaire pour toute la population. Une quiétude. Il faut aller vraiment vers l'accalmie et la pacification du pays. Alors, plus d'attaques déjouées, on a vu cette sortie du commandant des opérations du Théâtre National qui a estimé qu'il y avait tout de même une sorte de montée en puissance de l'armée il y a justement quelques semaines de cela.
Nous, aujourd'hui, nous sommes... ils nous ont donné de constater des faits. Lorsqu'il y a des attaques et des populations sont laissées à elles-mêmes, que dire? Donc aujourd'hui, nous ne croyons pas. Nous n'avons pas d'éléments factuels pour faire ce bilan de la montée en puissance de l'armée. Vous savez, on souhaite tous que notre armée ait une montée en puissance. Et on sait que ça viendra. Parce que je suis de ceux qui sont convaincus que ce que nous vivons est passager. Et que nous ferons face à cela comme une nation et que nous apporterons des solutions. Donc, moi, je veux bien le croire quand il dit que l'armée monte en puissance. Mais tout de suite après ces propos, on a vu cet égard, on a vu ce qui s'est passé ailleurs. Le Burkinabé juge sur les faits, ce n'est pas les déclarations. Comme je l'ai dit, ça fait 6 ans qu'on nous sert des déclarations. Juste sur les faits. Et bien sûr, parfois, il y a des faits qui sont encourageants. Nous avons vu ce qui s'est passé à Bourzanga. C'était très encourageant. Mais comment ça se fait qu'on vit ce qui s'est passé à Bourzanga, puis après ça qu'on revient à tomber à Setanga? Un peu dans l'échelle, c'est dans l'échelle de ce qu'on peut apprécier comme réaction. Setanga est bien en deçà de ce que nous avons eu, qu'on pourrait avoir comme appréciation par l'intervention de Bourzanga. Mais c'est incohérent. Et en même temps qu'il nous dit cela, nous avons cette sortie du chef d'état-major de la gendarmerie nationale qui réclame des moyens pour ces hommes. Quand on voit les endroits où la gendarmerie est positionnée dans des théâtres, dans des zones extrêmement dangereuses, nous prions pour eux, comme pour les autres FDS, jour et nuit. Mais qu'aujourd'hui, que le chef d'état-major général de la gendarmerie nationale se plaigne d'équipements et de matériel pour ces hommes, on s'est dit que quelque part, il y a un problème. Il y a un problème et nous réitérons l'appel que nous avons lancé déjà il y a quelques mois pour un audit sur les questions. Nous l'avons lancé, la première requête, c'était juste après Inata, c'était même avant l'avènement du MPSR. Il nous faut un audit sur la gestion de notre armée, surtout des ressources, parce que pour avoir été député, je sais qu'il y a beaucoup de ressources qui sont attribuées à l'armée et qu'aujourd'hui, une des unités d'élite qui soit au front face aux terroristes se plaignent de ne pas avoir le matériel, c'est que vraiment on se pose des questions sur la manière dont les choses se passent. Donc on souhaite que l'armée monte en puissance, on souhaite que l'armée le fasse, on sait qu'elle le fera, mais à nous déjà de prendre les étapes, de prendre les mesures qu'il faut pour que cela n'advienne, que ça ne devienne pas seulement du verbiage creux, pour reprendre une expression un peu fameuse dans notre pays. Il faut des actions fortes. Les actions fortes déjà ça commence par une cohésion au sein de nos forces de défense et de sécurité. Il ne faudrait pas que certains corps se sentent délaissés comparativement aux autres. On a besoin de tout le monde pour pouvoir réussir cette guerre. Parce que si on va même recruter les VDP, c'est quand même, il faut s'assurer que les autres corps qui sont habilités à mener cette guerre sont dans les conditions qu'il faut pour pouvoir mener cette guerre. Et donc ce genre de sortie nous inquiète. Donc quand je mets cette sortie en parallèle avec la sortie du commandant des opérations du Théâtre national pour dire que l'armée est en train de monter en puissance, je me dis, mais ces deux personnes peut-être ne tiennent pas le même langage. C'est un peu ce que j'ai comme réaction par rapport à ces propos. Mais le souhait, comme je l'ai dit, j'ai la conviction que nous allons en sortir, mais le souhait, c'est qu'il y ait déjà, dès à présent, des mesures les plus fortes possibles pour sécuriser les populations, au moins dans ces zones. Parce qu'une ville comme Setanga, c'est pas une bourgade. C'est une ville et c'est une ville frontalière qui est très stratégique parce que beaucoup de trafic de matériel, de vivres, ainsi de suite, passe par ce poste pour arriver à l'intérieur du Burkina. On sait que dans la région de l'Est, la situation s'est détériorée depuis longtemps. Donc l'essentiel de tout ce qu'il y avait comme trafic entre le Burkina et le Niger passe par le poste de Setanga. Donc c'est quand même un poste qui est assez stratégique. Donc c'est important que des postes stratégiques comme cela, que l'armée établisse une puissance forte et que celui qui va s'aventurer à vouloir attaquer l'armée sur ses positions, qu'il ne soit plus en vie le lendemain pour pouvoir témoigner de cela. Alors, le médiateur de la CEDEAO au Burkina était en visite dans ce pays, Mamoudou Issoufou, qui estime être satisfait de ces différentes concertations. Monica, mais est-ce que vous fondez un grand espoir en ce que cette médiation puisse aboutir à un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Burkina? Merci madame. Permettez-moi de réagir un peu encore sur l'aspect des stratégies militaires. Lorsque nous savons que notre pays dépend des accords, a signé des accords de défense et des accords militaires, notamment dans le domaine du renseignement et de la formation et de l'équipement, l'approvisionnement en munitions, en équipement militaire.
Et nous voulons dire que nous avons une opportunité. Si aujourd'hui nous montons au créneau et nous sonnons l'alerte, c'est pour le bien de ce pays. Et nous savons que dans cet ordre exceptionnel, beaucoup de choses peuvent être faites. Et c'est pourquoi nous interpellons nos autorités aujourd'hui. Le président de la transition, Damiba, qu'il revisite, il relit ces contrats-là. Nous voulons un bilan. Nous avons fait un bilan selon les faits qu'il nous a donné de constater. Mais à lui aussi de nous faire un bilan et de nous donner des explications sur qu'est-ce qui ne va pas. Nous voulons comprendre ce qui ne va pas. Et il y a lieu de relier ces accords-là. Et nous sommes dans un moment propice où il faut mettre à plat tous ces accords-là, les relier et afin d'équilibrer, de mettre en tout cas en équilibre les intérêts et dans le respect mutuel. Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment qu'il faut changer de partenaire justement dans le cadre de cette lutte? Avant de changer de partenaire, encore faut-il faire le bilan et introduire en tout cas des améliorations, parce qu'au moment où on signait ces accords, ce n'est pas maintenant. Parce que nous, on ne connaît pas l'état de ces, en tout cas le contenu de ces accords. Et en plus, ben, nous voyons les résultats sur le terrain, l'inefficacité, les limites de cet accord de coopération. Donc c'est pourquoi, voilà, nous interpellons nos autorités et leur demandons de... Lorsqu'on voit que souvent l'armée française appuie les FDS du Burkina pour mener certaines opérations. Vous voyez, vous-même, vous avez dit parfois souvent. Pourquoi pas toujours? Puisque nous sommes en guerre. Et nous voulons justement... Des thèmes de mais c'est pourquoi justement il faut revisiter, c'est pourquoi il faut relire cet accord-là. Pour que l'assistance soit permanente, parce que nous sommes en guerre. Et s'il se trouve que l'assistance ne peut pas, en tout cas, nous pouvons, ces accords ne permettent pas une assistance en temps réel et tout le temps où nous sommes en guerre, ben, il faut revisiter. Est-ce que cela ne dépend pas du besoin? Si les autorités n'en formulent pas le besoin, est-ce que l'armée française peut se permettre certaines ouvertures si les autorités en place ne formulent pas le besoin? Oui, c'est exactement ça la réponse à la question, pour m'être intéressé. Parce que si vous vous rappelez, en 2018, il y a eu une attaque sur Inata, en 2018. Et l'attaque, à la suite de l'attaque, vous avez des avions de l'armée française qui ont décollé de l'aéroport de Niamey, qui sont venus et qui ont neutralisé tous les assaillants. Donc, quand il y a eu la deuxième attaque d'Inata, malheureuse d'Inata de l'année dernière, je me suis intéressé à savoir comment ça se fait que, à l'époque, l'armée française a réagi, mais pourquoi dans ce cas-ci, l'armée n'a pas réagi? Vous avez vu aussi que dans le cas de Bourzanga, l'armée a réagi. En fait, l'armée française, à chaque fois qu'elle intervient, elle fait un communiqué. Nous avons intervenu à la demande des autorités burkinabées. Mais il s'avère que les autres cas, quand l'armée française n'intervient pas, c'est parce qu'elle n'a pas été sollicitée. Parce qu'ils ont le matériel qu'il faut, ils ont les hommes qu'il faut. Et dans le cadre de la force Barkhane et d'autres liens qu'ils ont avec le Burkina, ils interviennent quand l'État burkinabé en fait la demande. Mais maintenant, pourquoi c'est fait parfois, pourquoi ce n'est pas fait? La question, ce n'est pas à moi. Vous savez à qui il faut poser cette question. Et c'est le lieu de poser cette question. Alors, nous l'avons déjà posée. Répondez donc à ma question en ce qui concerne le médiateur de la CEDEAO. Madame, on n'avait pas besoin de médiateur. Le Burkina n'avait pas besoin de médiation. L'avènement du MPSR a été accueilli favorablement par plus de 75% de la population, comme le dit les résultats du sondage de l'Institut Apidon. Et dans le discours postulat du 24 janvier, le MPSR nous a dit « Nous allons former des organes consensuels ». Donc quand on dit médiation, il y a des protagonistes, deux parties qui ne s'entendent pas. Donc il faut concilier les positions. Alors qu'au départ, tel que le MPSR a été accueilli avec soulagement et beaucoup d'espoir, cela veut dire qu'on n'avait pas, si on était allé dans le sens, en formant des organes consensuels, et les faits, en tout cas les 4 mois passés là, si on avait pu observer des efforts, nous sommes conscients qu'en 4 mois, nous ne pouvons pas régler des problèmes qui ont été créés depuis 7 ans. Mais nous voulons voir et apprécier les efforts.
Vous estimez donc que le délai de 3 ans est acceptable? Je ne sais pas. J'ai répondu en disant que si le discours postulat avait été mis en application avec des organes consensuels, une concertation, mais vous savez non, que les partis politiques, les leaders de la société civile, les leaders historiques ont été mis à l'écart. Cela veut dire que les organes aujourd'hui qui sont en place ne sont pas consensuels. Et vous dites que le Burkina n'avait pas besoin d'une médiation? Oui, il y a médiation lorsque les partis ne s'entendent pas. Il a été dit, il est nommé médiateur pour concilier les parties prenantes. Médiation entre les parties prenantes. Mais vous parlez également alors que les parties prenantes, s'il y avait une concertation entre toutes les composantes de la société, nous n'avons pas besoin de médiation. Alors, je peine à vous comprendre. Je peine à la comprendre aussi. Oui. Effectivement, nous avons la CEDEAO a désigné un médiateur. J'apprécie cela dans le sens où cette médiation est là pour nous accompagner, surtout en ce qui concerne les éléments de transition, notamment la charte de la transition et la durée de la transition, et ainsi de suite. Il ne faut pas négliger cela. Il faut prendre conscience du fait que nous sommes dans une situation qui est très, très difficile. Oui, les sondages pour l'avènement du MPSR sont là, on les remet pas en cause, mais aujourd'hui, allez faire le sondage et vous allez voir si vous vous approchez de ces 75% et si vous vous approchez de l'autre extrême. Et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est très difficile et que la transition, la manière, ça c'est le constat que j'ai fait avec mes camarades de l'Alliance, le constat est que la transition, la manière dont elle est dirigée, ne peut pas nous mener au bout de nos ambitions pour qu'il y ait un retour assez rapide à l'ordre constitutionnel et qu'elle fasse ce qui pourrait être la sienne dans ce processus-là pour apaiser notre pays. Nous estimons que cette transition doit être revue. Nous avons, lors de notre dernière conférence de presse, appelé à une relecture de la charte de la transition. Mais si un médiateur peut venir aujourd'hui pour faciliter ce dialogue-là entre nous, pour peut-être amener le MPSR à prendre conscience que la manière dont elle est en train de conduire cette transition n'est pas propice au règlement de la situation à laquelle nous faisons face, pour nous permettre un retour rapide à l'ordre constitutionnel, si l'apport d'un médiateur peut être bénéfique, eh bien, alhamdoulilah, on accepte tous ce médiateur. C'est trop tôt pour le juger. Il est venu, c'était sa première visite. C'est un homme d'État qui est très aguerri sur les questions de développement et qui connaît très bien la sécurité dans la sous-région pour avoir été président d'un chef d'État voisin. Je pense que si on accueille favorablement ce médiateur, on le laisse faire son travail, le Burkina pourra apprécier ce qu'il va dire. La CEDEAO n'a pas vocation à nous imposer une quelconque. À partir du moment où nous sommes membres de la CEDEAO, nous sommes membres de cet espace communautaire, il y a des textes. Il y a des textes sur lesquels que vous devez respecter, sur lesquels vous devez adhérer, notamment sur les questions de gouvernance. Mais voilà, c'est que vous acceptez cela, mais il faut être là. Parce qu'en même temps, on voit que la CEDEAO nous fait don de vivre, ce que je considère comme un événement malheureux. Mais on ne peut pas d'un côté accepter les vivres et puis de l'autre côté vouloir remettre en cause cette médiation-là. La CEDEAO, c'est un package. On prend le tout où on sort de la CEDEAO et puis on fait ce qu'on veut de notre pays. C'est un choix. Nous avons appelé à l'inclusion et nous l'avons suffisamment exprimé plusieurs fois en demandant au président Damiba de centrer ses efforts sur la gouvernance sécuritaire, mais d'aménager les organes de la transition en ouvrant une concertation avec les partis politiques, les OSC, c'est-à-dire toutes les composantes de la société. Et si il accepte, il manifeste, en tout cas, il met en œuvre, en tout cas, et nos recommandations, nous pensons que nous n'avons pas besoin de médiateur. Et il viendra seulement constater que les partis se sont entendus. Il s'agit d'un problème des Burkinabés et nous avons la capacité et des ressources pour résoudre nos divergences. Et c'est à cela que j'appelle le président Damiba, voilà, en tout cas entreprendre des concertations déjà, le dialogue et en incluant les partis politiques et les OSC leaders.
Merci à Monique Yelikam, qui je rappelle est la présidente du Mouvement pour la Renaissance du Burkina, MRB. Aussi merci à Aziz Diallo, vice-président du Parti pour la démocratie et le socialisme PDS. Merci à tous les deux chers invités pour vos différents apports à ce débat. Fidèles téléspectateurs, l'émission se poursuit avec la rubrique « Ils ont dit ». Certains d'entre eux sont repartis d'où ils sont venus. Et ils sont contents. Et ils se réjouissent pendant que nous pleurons avec les habitants de Setenga. Et ce qu'ils oublient, c'est que c'est cette douleur-là qui fera notre force. Nous allons tout faire pour les trouver et leur faire payer ce prix-là.